Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'opinion des Européens sur les Ottomans. Depuis 1095-1096, date de la première croisade, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les affrontements entre les Européens de l'Ouest et les Ottomans se sont constamment reproduits. Ce qui explique pour une large part les représentations négatives de ce peuple dans la littérature européenne. Mais ces représentations sont-elles vraies? Allons ensemble le découvrir. Lorsque les croisés furent confrontés pour la première fois aux guerriers turcs, ils eurent tendance à les confondre avec les autres sarrasins. Mais au cours des siècles suivants, les Turcs s'installent définitivement en Anatolie avant d'occuper les Balkans à partir du XIVe siècle. Ils furent alors perçus comme des ennemis menaçants, poussant de plus en plus leur conquête vers l'ouest de l'Europe. À partir de cette époque et jusqu'au XIXe siècle, le turc devient synonyme de musulman dans la plupart des langues européennes. Les orientaux du Moyen-Âge, s'ils n'ont pas l'idée du nationalisme, ont clairement une vision ethnique et ethnétisée du monde. Un turc n'est pas un arabe n'est pas un franc n'est pas un grec, qui lui-même n'est pas un arménien. Les peuples sont des réalités très concrètes pour les orientaux, qui leur attribuent toute une série de qualités et de défauts. Que signifie donc être dirigé par un turc lorsqu'on vit dans un monde arabisé? Précisons ce que nous entendons par le mot arabe. Au Moyen-Âge, quand les textes évoquent les Arabes, ils désignent souvent les Bédouins venus de la péninsule arabique ou dont la tribu est originaire de la péninsule. Par commodité de langage, je parlerai des Arabes pour évoquer des populations qui parlent arabe, vivent, sauf exception, en sédentaire dans le giron d'une ville, d'une vie en grande partie pacifique, les croisades ne modifiant qu'à la marge ce constat, et avec des régimes alimentaires spécifiques, faible consommation d'alcool, respect de certains interdits, pratique du jeûne. Pourtant, les historiens qui ont comparé les sources chrétiennes et musulmanes ont montré que la vision négative des Turcs était également très répandue dans les écrits arabo-persans, alors même qu'ils étaient leurs alliés. Originaires d'Asie centrale et cousins des Mongols, les Turcs s'étaient convertis à l'islam, mais ils conservent longtemps un fort particularisme. Parmi ces spécificités, on peut citer leur langage, aussi étrange pour les autres musulmans, perses, kurdes et arabes, que pour les chrétiens, orientaux, grecs et latins. Les Turcs pratiquent aussi l'endogamie, refusant l'union officielle de leur famille avec celle des notables arabes, auxquels ils avaient imposé leur domination. Ils se distinguent également des autres communautés musulmanes, notamment parce qu'ils fréquentaient leur propre mosquée et que leurs femmes n'étaient pas voilées. Cette logique communautaire provoque des malentendus et des incompréhensions qui alimentent l'image négative des Turcs à partir du Moyen-Âge. Que ce soit dans les écrits de leurs alliés musulmans ou dans les descriptions faites par leurs adversaires chrétiens. Les Turcs seldoukides sont une famille issue de la tribu turque Ougouz, vivant à l'origine au nord de la mer d'Aral. Les seldoukides, tribu nomade venue d'Asie centrale, règnent sur le royaume des Ougouz à partir de 990. Ils portent le titre de Yabou, et leur territoire s'étendait sur environ 1 million de kilomètres carrés. Cette famille, qui auparavant avait possédé le beylik de la tribu Kinnik, fournissait le chef héréditaire de cet état. Chef qui portait le titre de Subagazi. Le Subazi d'Oubag Bey, tué en 903, avait été remplacé par Seldouk, chef éponyme de la dynastie. Les Seldoukides se convertirent au sunnisme vers 985, au moment où ils migrent vers le sud sous la conduite d'un chef nommé Seldouk, et devinrent une force militaire imposante. Ils s'emparent tout d'abord de Khorasan, une province de l'est de l'Iran auparavant gouvernée par les Gheznévides, et poursuivent leur conquête à partir de cette base. En 1037, le petit-fils de Seldouk, Turgul Beg, se proclame sultan, prend le contrôle de l'Afghanistan puis de l'Iran avant de s'emparer de Bagdad en 1055, libérant le calife abbasside de la pression chiite de la dynastie des émirs bouyides. Celui-ci confirme son titre de sultan. Dans le portrait stéréotypé du Turc, la violence et la cruauté le disputent à l'ignorance et à la barbarie. Toutefois, la comparaison des sources chrétiennes et musulmanes montre que les uns et les autres leur reconnaissent malgré tout une grande qualité
qui tenaient principalement à leurs valeurs guerrières. C'est cette réputation militaire qui incite François Ier à s'allier au sultan ottoman Soleiman le Magnifique, qui régnait alors sur un immense territoire s'étendant des Balkans jusqu'à la Perse. Vaincu par Charles Quint en 1525, lors de la bataille de Pavie, le roi de France prend conscience que Soleiman le Magnifique était le seul allié suffisamment puissant pour s'opposer aux ambitions de Charles Quint et de son allié Juan III, qui rêvait de restaurer l'unité de la chrétienté sous son autorité. Le traité d'alliance signé entre François Ier et Soleiman le Magnifique en 1536 comprenait des dispositions qu'on appelait des capitulations, donnant aux Français des garanties concernant la sécurité des biens et des personnes et un quasi-monopole sur le commerce avec l'Orient. Ces capitulations, renouvelées en 1604, furent maintenues jusqu'à la naissance de la République de Turquie en 1923. Tout au long de son histoire, ou presque, l'Empire ottoman était présent sur le continent européen. De ce fait, il a toujours vécu au contact immédiat des pays européens. Voilà une donnée fondamentale de son histoire qui le distingue de celle des grandes civilisations extra-européennes, comme les mondes indiens, japonais ou chinois. Pratiquement dès leur apparition sur la scène de l'histoire, les Ottomans ont été confrontés à l'autre européen. De même que la menace ottomane a joué un rôle déterminant dans l'histoire de l'Europe, au point que certains y voient l'origine de l'idée même de l'unité européenne. De même, pour les Ottomans, la cohabitation en Europe et avec l'Europe, qu'elle soit chrétienne, capitaliste ou impérialiste, a été décisive. Comment se maintenir avec un tel voisinage? Telle a été la question pour les Ottomans. Cette question a commencé à se compliquer au XVIIIe siècle avec l'expansion russe vers la Crimée, les Balkans, les détroits et les mers chaudes. La géographie et l'histoire ont fait que l'Empire ottoman barrait la route aux ambitions de l'Empire des Tsars. Pour les Ottomans, la grande question au XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale a été la question russe. Les deux dates qui encadrent ce que l'on peut appeler le long 19e siècle ottoman, 1774-1914, sont des guerres contre la Russie. Dans l'intervalle, 5 autres conflits armés ont éclaté avec le grand voisin du Nord. C'est le tsar Nicolas Ier qui, en 1853, a lancé la formule appelée à faire fortune. L'Empire ottoman est l'homme malade de l'Europe. Que faire face aux ambitions de celui que Drobevsky appelait le géant? Sur quelle force pouvait-on s'appuyer pour résister à cette poussée? Était-il possible de trouver avec les Russes un compromis? Sur quelle autre puissance européenne pouvait-on miser? À partir du dernier quart du XVIIIe siècle, la présence ottomane en Europe s'est trouvée doublement menacée. De l'extérieur par les visées autrichiennes et les convoitises russes, et de l'intérieur par les aspirations des populations chrétiennes à l'autonomie et à l'indépendance. Tel est le sens de la fameuse question d'Orient. L'Empire ottoman va-t-il pouvoir se maintenir en Europe? Et sinon, qui va le remplacer? Telle est la vision qu'on a de l'Empire ottoman au XVIIIe siècle, celui d'un État malade et à l'agonie. Comme on l'a vu, les rapports entre la France et l'Orient ont une riche histoire pluriséculaire, tant sur le plan économique, politique que sur le plan socio-culturel. La présence française en Orient est attestée surtout depuis la première croisade, événement qui a marqué le début de la découverte du monde oriental par les Occidentaux. Les voyages se multiplient, les voyageurs, qu'ils soient missionnaires, commerçants ou militaires, décrivent les pays visités, notent les particularités jugées dignes d'attention. Ces récits donnent des perceptions souvent ambiguës, voire contradictoires sur les terres lointaines, inconnues et exotiques, ce qui contribue largement à former en Occident une image particulière de l'Orient, terre de toutes les merveilles, effrayante et fascinant à la fois. Le public européen se renseigne avec avidité sur les Arabes, les Mongols, les Chinois, les Perses, les Indiens et sur tous les autres peuples. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.